Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence prendre en référence un article plutôt intéressant que je viens de lire dans le newsmedical.net et c'est vraiment assez spécifique pour les notions que vous avez pendant vos sessions de coaching. L'étude trouve un moyen plus efficace de coacher et d'inspirer. Et s'il existait un moyen plus efficace de coacher et d'inspirer vos collaborateurs, une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs suggère que oui. Leurs travaux récemment publiés ont utilisé la neuroimagerie pour scruter les cerveaux des participants alors qu'ils répondaient à deux styles de coaching différents. Les chercheurs voulaient voir ce qui se passe dans le cerveau qui aide les gens à grandir ou les pousse à résister au changement. On sait très bien que la résistance au changement est quelque chose d'assez courant et le boulot d'un coach, c'est de trouver les moyens de les contourner ou de les utiliser afin que le partenaire puisse atteindre ses objectifs. Un des points intéressants qui, à mon avis, n'est pas à prendre à la légère, c'est de comprendre que quand on crée des objectifs, par exemple PRUM, précis, réaliste, écologique, mesurable, ou SCORE, symptômes, causes, objectifs, ressources et effets, on va s'orienter vers des dynamiques diverses qui vont potentiellement entraîner notre partenaire autant vers ce qu'il désire, mais aussi sur des points plus négatifs. Par exemple, dans le PRUM, l'écologie peut parfois faire diminuer la motivation de la personne qui est là, parce qu'elle va se rendre compte que le système qu'elle met en place ou l'objectif, le but qu'elle veut atteindre, ne correspond pas tout à fait, et même elle voit à ce moment-là l'ensemble de facteurs qui pourraient être bloquants. De même, quand on va mettre en avant symptômes, causes, dans SCORE, on sait très bien que ça va faire voir le côté négatif. Et très souvent en coaching, on dit mais on ne va pas nier le côté négatif, on le fait quand même étudier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir dans cette étude, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils estiment que ça peut être un élément qui est bloquant dans le travail qu'on apporte en coaching pour les gens. Alors, on pourrait dire à ces propos que c'est à propos de la façon dont nous contournons le problème que vous pouvez conduire un cheval à l'abreuvoir, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Donc après, il nous parle un peu de l'équipe, on s'en fout. Beaucoup de ceux qui cherchent à aider confondent l'aide avec la résolution des problèmes. Cette recherche démontre que lorsque nous commençons à aider les interactions en doublant les problèmes immédiats de quelqu'un, nous limitons par inadvertance sa capacité à voir les possibilités futures. Et cela sape l'intention même d'aider. Et c'est là où on peut s'interroger sur nos méthodes actuelles d'objectifs. Parce que si on commence à montrer, et là je reprends dans mon exemple, que l'objectif n'est pas écologique, ou que l'ensemble des éléments qui sont motivationnels ne sont que les étapes 6, 7, 8, 9 et qu'il faut bien passer par un 1, 2, 3 qui n'est pas motivant, voire même qui est plutôt une mise en avant des problèmes avant d'arriver à 6, 7, 8, 9, bah, ça risque de casser un petit peu l'énergie du partenaire. Alors après, là encore, c'est le job du coach de permettre un maintien d'énergie ou un recadrage par rapport aux choses, tout en permettant d'avoir une stimulation suffisamment importante pour que les personnes passent les différentes étapes. C'est la même chose quand on va commencer à voir les symptômes et les causes, par exemple d'une problématique, avant de déterminer un objectif. On va pouvoir, peut-être pendant un certain temps, axer l'esprit et le cerveau sur des choses qui ne sont pas forcément ultra motivationnelles pour le partenaire, et dès lors, peut-être bloquer un peu le cheminement d'aide qui est à ce moment-là, de coaching en tout cas. Donc l'étude a impliqué 47 étudiants de premier cycle à plein temps. Chacun a eu une série de séances de coaching de 30 minutes avant d'entrer dans un scanner d'imagerie. Les chercheurs ont examiné la fonction cérébrale pour comparer ce qui est décrit en psychologie comme le moi idéal d'une personne, la personne que vous aimeriez être, et son vrai moi, la personne que vous êtes réellement. Un exemple de soi idéal serait « Je suis enthousiasmé par les possibilités que mon avenir me réserve » et le vrai soi « J'ai peur de ne pas réaliser ce qu'on attend de moi ». Les chercheurs ont utilisé l'IRM pour révéler l'activité neuronale pendant que les sujets effectuaient des tâches de coaching et d'attention visuelle.
Les séances de coaching en face à face ont été menées avant l'examen. Tous les sujets ont eu une séance de coaching axée sur le mois réel et ont été assignés au hasard à un nombre variable de séances de coaching sur le mois idéal. Donc, travail sur l'idéalisation, et souvent, c'est ce qu'on faisait sur les travaux de modélisation, bien que les personnes, les PNListes ou les coachs pouvaient très bien à un moment donné dire attention, vous avez la possibilité de ne pas prendre tout ce qui est fantasmant chez la personne qui va être votre modèle, parce que vous pourrez peut-être pas tout intégrer simplement parce que physiquement, émotionnellement, intellectuellement, vous n'avez pas fait de la même manière. Donc, ça, c'est assez commun et c'est intéressant qu'ils puissent voir si c'est une bonne idée de limiter la personne ou pas à ce moment-là. Les tâches de coaching simulaient des interactions idéales et réelles de coaching autonome avec une interaction de type vidéoconférence entre le participant et les coachs. Chacun des sujets a reçu 96 vidéos préenregistrées, des entraîneurs faisant des déclarations sur l'expérience éducative du participant ou sa vision de l'avenir. Les déclarations ont été développées autour des thèmes de l'espoir, de la compassion, de la pleine conscience et de l'espièglerie dans les conditions de soi idéales et de leur absence dans la condition du soi réel. Les sujets ont indiqué leur degré d'accord et de désaccord avec chaque énoncé. L'étude s'est appuyée sur des recherches en neuroimagerie menées par la même équipe il y a 10 ans. Les deux études ont utilisé les neurosciences pour tester des aspects de la théorie du changement intentionnel, une théorie à plusieurs niveaux. Okay. Leur découverte et comment le faire travailler. Les chercheurs ont trouvé quelque chose de surprenant que la plupart des approches de coaching typique ne parviennent pas à apprécier. Ils ont vu des preuves de conflit entre ces deux façons différentes de penser à nous-mêmes. Cette idée est importante car elle montre à quel point les deux vrais et autres pensées autocritiques peuvent facilement entraver le développement d'une vision forte de notre moi idéal. Bon, le réel et donc cette notion d'un moi qui est non idéalisé, automatiquement casse les fantasmes, les envies des personnes. Donc dans le rapport motivationnel, dans le levier, bien sûr, cette notion du possible, et c'est d'ailleurs pour ça que vous trouvez autant de coachs qui parfois même s'en est transpirant, voire même un peu dégueulasse, où ils sont tout le temps en train de dire oui, tu peux, t'es génial, t'es incroyable. Je pense que Tony Robbins, c'est la personne clé qu'on peut plus facilement voir avec ce côté-là, sauf qu'il y a des moments, il est très très cassant. Pour nous mettre sur la voie du développement perso, nous devons reconnaître que ces types de pensées négatives créent une attitude défensive et une résistance au changement, ont conclu les chercheurs. Bon, ça on s'en doutait, on a tous plus ou moins vu en cabinet si on a fait un peu de coaching. Les individus dont le moi idéal est saillant sont mieux à même d'analyser le vaste environnement et de percevoir les thèmes émergents, ont affirmé les chercheurs. Ils ressentent plus d'émotions positives, sont plus ouverts aux nouvelles idées et possèdent des motivations intrinsèques plus soutenues. Ce qui semble assez cohérent, si tu es positif, que tu te vois dans un potentiel et une capacité, et c'est peut-être ça qu'il faut plus pousser, et dire vraiment tu es capable. Mais là-dessus, je trouve qu'on retrouve beaucoup les bases de la PNL, comme a été mis en place par Grinder et Bendler, super. Beaucoup pensent que la meilleure façon d'amener les autres et eux-mêmes à changer est d'utiliser une combinaison carotte et bâton. Par exemple, critiquer compliment. Ces résultats montrent pourquoi il est préférable d'amener l'individu à se concentrer d'abord et avant tout sur ses rêves et ses aspirations pour l'avenir. Bon, vous allez me dire que c'est pas un truc fou là que je suis en train de vous dire, mais c'est intéressant que les neurosciences puissent se poser dessus. Parce que justement, on se rend compte à quel point, dans le principe du coaching, et là, je fais vraiment la différence avec la thérapie, il est utile de s'axer quasiment que sur du bon et du positif, de mettre très rapidement tout ce qui est un peu dark et bloquant de côté pour être dans une super stimulation, surtout que la plupart des projets sont en coaching à court ou moyen terme, donc c'est assez facile de garder cette force et cet entrain pour développer davantage. Je vous mettrai bien sûr l'article en référence et comme d'habitude, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.